Bonjour à tous et bienvenue sur Échange, une émission de Maïso.com. Il faut un événement sérieux pour qu'il sorte du bois. Parce que généralement c'est quelqu'un qui n'aime pas les médias ou qui les aime, mais à des occasions mais vraiment exceptionnelles. Il s'agit de Maître Reti Amouri, maître parce que c'est un avocat qui a un CV assez rempli, et on le dira d'ailleurs au cours de cette émission. Alors l'événement qui le fait sortir du bois, c'est le verdict dans le procès opposant le procureur de la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda, considéré à un moment comme étant un rebelle congolais. Alors ce verdict sera rendu le 8 parce qu'une des juges qui s'occupe du dossier a été nommée diplomate et que selon les règles de la Cour pénale internationale, elle doit vider son procès avant de s'en aller. Alors autour de ce procès, il y a beaucoup à dire. Qui de mieux que Maître Reti, un avocat spécialiste qui connaît bien les arcanes de la justice internationale, puisqu'il y a travaillé quand même assez longtemps. Il a été non seulement avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda, mais il a eu la chance d'être un des rares Africains, pour ne pas dire le seul Congolais à avoir été le président de l'association des avocats auprès de cette cour. On sait tous en droit international ou en matière de justice internationale qu'il n'y a pas de barreau. Alors s'il y en avait un, l'association des avocats d'une cour internationale, c'est une espèce de barreau à l'international. Donc occuper ce poste, ce n'est pas donné au premier venu. Bonjour Maître Reti. Bonjour Kérim. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai précisé que c'est quand même assez rare chez vous. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons traiter d'un sujet très important. Pourquoi on a fait appel à vous? C'est parce que vous avez écrit un amicus curiae. Courrier, pardon. J'ai toujours des problèmes en latin. C'est un mot latin qui veut dire amicus curiae. L'ami de la cour. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les non-juristes? Un ami de la cour, ce n'est pas une des parties au procès. Donc on n'est ni du côté de l'accusation ni du côté des victimes. Oui. On n'est pas non plus expert désigné comme tel par la cour, mais on a une connaissance suffisante pour dire, ici j'ai comme l'impression que la cour n'est pas suffisamment éclairée. J'écris à la cour pour demander à la cour, écoutez, il y a un tel point bien précis sur lequel j'estime que vous n'êtes pas suffisamment éclairé, donc je propose de vous apporter mon éclairage. Et si la cour accepte, il vous entend, et puis après il vous remercie, il se dira tout simplement qu'il a été éclairé ou pas. Bon alors, si vous dites que vous avez des connaissances en la matière, on ne vous a pas appelé pour rien. Hein. Peut-on avoir brièvement votre biographie? Ma biographie, c'est très simple. Je suis j'ai jamais eu d'employeur, j'ai jamais eu de patron dans ma vie. Je suis qu'un avocat libéral. J'ai eu la chance de commencer très tôt, quand j'étais encore au campus. J'ai commencé comme défenseur judiciaire lorsque Mobutu a fermé le campus et nous a chassés chacun dans son village. Oui, le campus de l'université de Kinshasa. Voilà, j'en ai profité avec mon confrère Loubala. On en a profité au lieu de passer le temps à rien faire. On s'est inscrit au tableau des défenseurs judiciaires. Et dans ce tableau de défenseurs judiciaires, il y avait pratiquement des vieux magistrats à la retraite, donc des gens qui avaient déjà une grande expérience de la magistrature, mais qui, du fait de l'âge, étaient à la retraite. Et donc, il y avait 9 magistrats à la retraite et 2 jeunes jeuneaux comme nous qui sont venus nous ajouter. Et puis là, j'ai été même membre du conseil des surveillances, donc un peu conseil de discipline du tableau. Après à la réouverture du campus, je suis reparti faire ma licence. Et quand j'ai terminé ma licence, je suis venu à Paris. Et en arrivant à Paris, il fallait être absolument réfugié pour travailler, ou alors il fallait être étudiant et tout. Moi, je me suis inscrit comme étudiant, mais j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé qu'il y avait une profession juridique qui s'appelait le conseil juridique. Le conseil juridique. Et donc, j'ai postulé
le procureur a estimé que les Aïrois, on a l'habitude de le voir de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire à l'époque c'était les Chekoula, donc Oui, c'est qui falsifiait les chèques. voilà. Et donc il dit mais attends, ces Aïrois, qu'est-ce qu'il veut faire de notre côté de la barre? Malheureusement, il a dit, sa secrétaire qui est antillaise a été choquée. Et c'est la secrétaire qui m'a dit, voilà, c'est que le procureur a dit avant de rejeter votre demande. Moi, à votre place, je ferai un recours. J'ai fait recours au garde-sceau et c'est là que Badinter a estimé effectivement que j'avais raison. Et j'ai été inscrit comme conseil juridique ici en France, autorisé à exercer en droit zaïrois et en droit étranger seulement. Voilà, ça Donc vous êtes au fait le premier Congolais à avoir exercé ce genre de travail ici en France. Oui, je suis celui vraiment. Bon, par la suite, il y a eu 2, 3 autres confrères qui ont suivi mes pas. Mais en tout cas, moi, c'est l'année où je suis arrivé en 84. En 86, j'avais déjà commencé à exercer comme conseil juridique. Et en 91, il y a eu la fusion entre la profession d'avocat et la profession de conseil juridique. Et c'est comme ça que, bon, j'avais pas d'autre choix. Comme j'étais zaïrois et que je voulais le rester, je ne voulais pas rester français, je commençais à préparer ma reconversion si jamais la fusion des deux professions faisait que je suis hors norme parce que de toute façon les Zaïrois n'avaient pas d'accord, le Zaïre n'avait pas d'accord avec la France, il n'y avait pas de réciprocité et donc les avocats zaïrois ne pouvaient pas exercer en France. Mais par contre, les Sénégalais, les Brazzavillois, etc., donc les anciennes colonies françaises, avaient la possibilité d'exercer, mais en tout cas pas nous. Donc je m'attendais tout simplement, je commençais à préparer ma reconversion, lorsque par hasard, comme la profession de conseil juridique était occupée à 80% par des Américains, qui étaient dans des grands bureaux à la Défense et sur les Champs-Élysées, la France a autorisé, a donné une dérogation et a autorisé que les conseils juridiques étrangers puissent aussi être inscrits comme avocats. C'est comme ça que, grâce peut-être à la forte présence américaine, j'ai pu être le premier avocat inscrit comme avocat, mais tout en restant zaïrois. Et à l'époque, vous étiez le seul. Bah, j'étais le premier. Donc, si quelqu'un peut me contester ça, bon, je lui demande de se présenter, mais en tout cas, j'étais le premier. Voilà, non, moi je pense à l'hypothèse d'un groupe de premiers qui peuvent prétendre en groupe qu'on était premier. Alors à l'université de Kinshasa, vous avez créé ce qu'on appelait les cafés juridiques. Oui, à l'université de Kinshasa, lorsque j'étais commissaire à la culture au niveau de la sous-section de la faculté, Luzo Lobambi était président sectionnaire. Moi, j'étais commissaire de la culture et quand j'étais commissaire de la culture, j'ai créé deux choses que moi j'estime importantes. C'était les tréteaux des jurés, qui est pratiquement le groupe de théâtre qui a révélé des grands juristes, acteurs qui sont aujourd'hui Maître Kilenda, qui est quand même un avocat réputé, et à Kinshasa, Sentamirira Santos. Ça, c'était vraiment les joyaux des acteurs de la faculté de droit. Mais à côté des tréteaux de jurés, j'avais créé quelque chose dont j'ai plutôt la fierté parce que c'est devenu une institution qui a dépassé le temps, maintenant plus de 40 ans. On parle du café juridique, mais le café juridique, pour moi, c'était la succession de ce qu'on appelait l'arbre de la palabre, ou l'arbre à palabre, à la faculté où, bon, on s'essayait éventuellement de faire des conférences dehors, mais le café juridique avait d'ailleurs, je me souviens, le premier café juridique, j'ai dû servir du café dans une grande salle. Mais le plus grand exploit de ces cafés juridiques, c'est lorsque un étudiant a tué une étudiante
par jalousie, par strangulation, etc. Et là, on a fait venir le professeur Dr Kalengai, qui, était anatomopathologiste, et le professeur Lekoulia. Et donc, Kalengai nous expliquera tout simplement la façon dont la fille a été tuée, non pas par étranglement, non pas parce qu'elle a reçu de coups, mais par strangulation, ce qui était quand même une notion tout à fait différente. Et Likoulia qui expliquera effectivement c'est que c'est le crime passionnel. Et c'est là que presque tous les étudiants étaient surpris d'apprendre qu'on peut être fou pendant 24 heures. On peut être fou, on peut passer un moment de folie. Et dans le cas d'espèce, l'étudiant ayant appris que sa copine, qui était homme 80, sortait avec d'autres étudiants au campus sans qu'il les sache, est allé l'interpeller. Et dans la discussion, il ne l'a pas étranglé comme on peut faire, mais il lui a donné un coup qui l'a strangulé, donc qui a un peu empêché le sang de passer. Et donc voilà comment un coup malheureux peut faire que quelqu'un meurt. Ça, c'est l'expérience du café juridique et je suis très content que le café juridique continue jusqu'aujourd'hui. Dans le cadre toujours de votre CV qui devait être court mais qui devient tellement intéressant qu'on creuse encore un peu là-dedans, vous êtes passé par quelques ministères avant de venir en France. Mais avant cela, avant de quitter le campus, il faut savoir que c'est moi aussi qui avais créé, rétabli la bleusaille au campus. Oui, les bisoutages comme on dit en Oui, France. ici on dit bisoutage, mais nous c'était la bleusaille que Mobutu avait interdit. Et quand j'ai rétabli la bleusaille, la CNRI, service de renseignement de l'époque. Voilà, estimait que bon, ce garçon, comme il est de l'Est, il veut absolument énerver les étudiants pour que les étudiants se révoltent contre le président. Alors le recteur était contre le projet, le dirigeant sectionnaire du MPR était contre le projet, donc tout a été fait pour que le projet soit refusé. Mais j'étais commissaire aux affaires académiques, donc le numéro 3 au niveau du comité sectionnaire. Et moi, j'ai dit tout simplement, pour moi, il faut absolument que les étudiants sont devenus tellement arrogants que quand ils arrivent seulement sur la colline inspirée et qu'ils commencent à considérer tous les papas qui sont en ville comme étant des imbéciles, parce que lui, il est universitaire. Moi, j'ai dit non, il faut absolument que les gens s'humilient un peu. Et c'est pour cela que j'avais dit, il faut absolument que quand on vient sur la colline inspirée, qu'on sente, qu'on se rabaisse d'abord, et puis qu'on apprenne à devenir modeste. Colline inspirée, pour ceux qui ne sont pas congolais, c'est le nom que l'on donne à la colline où se trouve l'université de Kinshasa Moamba. Hein, c'est un autre surnom, on dit colline inspirée. Alors, après cette blaisaille que vous avez rétablie, vous avez travaillé après vos études dans quelques ministères, tout en étant jeune. Oui, j'ai été au ministère des Affaires étrangères, j'ai été au ministère des Affaires foncières, j'ai été aussi au ministère de l'Agriculture, comme stagiaire. Parce qu'avant d'avoir son diplôme des droits, il faut passer son stage dans des services. Et au ministère des Affaires foncières, j'étais surpris de voir quelque chose d'inhabituel. On entre comme étudiant, stagiaire, prétendant conseiller juridique du ministre. Et puis on arrive là, le papa qui est concierge, il vous refuse un siège. Il avait des sièges qui étaient complètement délabrés, mais il donnait ces sièges à des gens qui viennent voir le ministre, mais qui lui donnent l'argent. Mais alors, quand vous prenez le siège pour aller commencer à le mettre dans votre bureau et travailler, le vieux il dit non. Wanakiti nangai. Kendo lukakiti mosusu me o kiti nangai bato nale la kawana. Voilà. Donc c'est mon siège, c'est ma chaise. Vous ne pouvez pas aller le mettre dans votre bureau et c'est mon gagne-pain. Et au ministère des Affaires des Affaires foncières, c'était Maître Yoka qui était ministre à l'époque. On est resté sans avoir une chaise pour s'asseoir.
dans le cabinet du ministre. Et à l'époque déjà? On n'avait pas de chef. Alors après, nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères avec une autre stagiaire, Sadi Mabiala, que je salue. Et là, on a eu la chance extraordinaire de travailler à des endroits qui étaient quand même assez importants. Le protocole d'État et le service juridique des affaires étrangères. Bon, là aussi, j'ai pu acquérir certaines expériences que l'on ne pourrait pas oublier parce que le protocole d'État, quand on organise des réunions mixtes, les commissions mixtes entre deux pays, bon, il y a quand même le minimum de règles, mais je ne saurais pas raconter dans le cadre de cette émission ce que j'ai vu, tellement c'était stressant et révoltant pour un étudiant. Bon, après, je suis allé au service juridique et après le service juridique, je suis allé, le patron m'appelle, il me dit, Petit, tu ne sais pas que tu es maintenant conseiller? Moi, je dis, mais non, je ne sais pas. Mais allez, mets ton abacos. Bah, patron, moi je suis étudiant, moi je ne porte pas d'abacos, je suis en jean et trucs. Mais vite ton abacos, tu sais pas, tu es conseiller. Moi, je dis, mais attends, c'est conseiller au ministère de l'Agriculture. Hier, en cours de réunion avec les secrétaires généraux, j'ai vendu ta candidature, tout le monde s'est bagarré. J'ai dit, pas toi, pas toi, pas toi. Et donc, j'étais donné au ministère de l'Agriculture. Vas-y, vas-y. Je dis, mais j'ai pas d'abacos. Il appelle son chauffeur. Va au pressing, prendre mon abacos bleu. Et le chauffeur qui vient avec l'abacos. Abacos, c'est la costume mouboutiste. Alors, le chauffeur vient avec l'abacos. Bon, moi j'étais étudiant filiforme. Mon patron, lui, il était comme je suis aujourd'hui. Donc, quand je mets l'abacos, mais il n'y a pas moyen. Le coup, il est. Ça flotte. Il dit, mets comme ça, pars. On t'attend. Mais moi, je dis, mais patron, mais ça va pas. Le coup, il était là. Et alors, quand je porte le pantalon, là, c'était encore pire. Il me fallait vraiment une cravate pour serrer le truc. Et puis lui, il était plus court que moi, donc le pantalon, il m'oblige quand même. En lingala, ça s'appelle dongi. Il m'oblige quand même à aller. Je vais au ministère de l'Agriculture où je suis nommé sans le savoir. Et le secrétaire général non plus n'a pas de place, n'a pas de bureau. Bon, moi, je lui propose gentiment, est-ce que je peux aller au moins aux affaires étrangères, reprendre mon bureau et commencer à travailler sur les accords internationaux, les accords agricoles. Eh ben, il me dit, ah, c'est une bonne idée. Donc, je vais prendre mes bureaux, je vais garder mes bureaux aux affaires étrangères. Et quand je cherche les accords agricoles que le Congo, le Zaïre, a signés avec d'autres pays, je me rends compte qu'il n'y a pas d'accord. Personne ne sait où se trouvent ces accords. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Non, personne ne sait où se trouvent ces accords. Ben, nous, quand on signe les accords, le secrétaire d'État ou le ministre des Affaires étrangères garde une copie et va directement à la présidence et ça reste à la présidence. Donc, aux affaires étrangères, il n'y a pas d'accord. On ne peut même pas vérifier les accords agricoles qui ont été pris par le... Donc, après ça, j'ai pas eu le temps vraiment de m'installer. Je suis arrivé ici en France. Et en France, vous vous êtes retrouvé au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha en Tanzanie. En France, j'ai d'abord essayé de faire le doctorat, mais dès la première année de doctorat, je venais d'avoir ma profession qui me prenait tout le temps, mais aussi j'avais un procès aux États-Unis qui m'obligeait à aller régulièrement aux États-Unis. Donc du coup, bon, le doctorat, il ne fallait pas en parler, il fallait plutôt construire le cabinet. Et donc j'ai construit le cabinet. Lorsqu'il y a eu la fusion, le cabinet s'est agrandi. Et c'est à ce moment-là que je vois seulement quelqu'un venir dire, j'étais à Bobigny en train de défendre, il me dit, nous sommes en train de vous chercher pour Arusha. Bon, moi je regarde, je dis, bah, attendez un peu, ces gens-là, ils connaissent mes opinions sur la guerre du Congo, sur ce qui se passe au Congo. Je me dis, sûrement, c'est des gens qui veulent me faire la peau.
Je ne vois pas un Rwandais venir me chercher pour que... Et puis, il insiste une semaine après, oui, mais on vous cherche, nous vous cherchons pour Arusha. Bon, moi je dis, attendez, il y a des Vergès, il y a pratiquement tous ces grands avocats français qui crèvent l'écran. Vous croyez vraiment que moi je vais vous croire que vous venez me chercher moi? Écoutez, allez jouer ailleurs, etc. Et puis après il insiste, un mois après il revient encore et finalement je, je reçois un coup de fil du tribunal où on me dit, il y a un monsieur qui ne veut pas comparaître tant que vous n'êtes pas son avocat. Bah, j'ai dit au greffier, alors écrivez-moi. Le greffier m'a écrit et c'est comme ça que je suis allé à Arusha. Et vous êtes resté combien de temps à Arusha? Bah, à Arusha, les procès ont cet avantage cet avantage qui est aussi un inconvénient, mais un avantage d'être très long. Il y a des gens qui ont défendu un seul procès en 13 ans. Oui, Donc, vous en avez défendu 2 moi, j'en ai défendu et deux. les 2 ont été acquittés. Moi, j'en ai défendu 2 et les 2 se sont faits en 7 ans. Et les 2, en tout cas, sont des hommes libres, innocentés et considérés comme blancs des mains, du moins parce qu'ils ne sont pas génocidaires et ils n'ont pas commis de crimes contre l'humanité. Et pourtant, ils sont toujours comme une espèce de prisonniers. Oui, malheureusement, c'est que c'est une injustice. c'est là où justement c'était ça aussi le deuxième rôle qui était le mien, qui était très important comme président des avocats de ces tribunaux. Nous étions là pour défendre les droits des accusés. Et je dois vous dire très sincèrement que nous étions très déçus de voir que les Nations Unies se comportaient comme pratiquement le premier État des dictateurs. Moi, j'ai eu la chance, comme je vous ai expliqué, de commencer déjà au Congo. Donc j'ai commencé à défendre les gens au Congo, j'ai défendu contre l'État et l'administration congolaise, et j'ai vu comment l'État et l'administration congolaise se comportaient. Mais quand je suis arrivé aux Nations Unies, je me suis rendu compte que les Nations Unies se comportaient de la même façon. Ils essayaient un peu d'être directifs, ils essayaient un peu ils ont caché certains éléments de preuve, par exemple la boîte noire. Nous savons qu'elle a été cachée par les Nations Unies et les Nations Unies n'ont jamais voulu le sortir. Et lorsque nous avons voulu... La boîte noire de l'avion abattu où se trouvait le président Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira. Voilà. Et donc la boîte noire n'a jamais été retrouvée. Là, c'était une première déception en fait, de constater effectivement que malheureusement, les Nations Unies se comportaient comme n'importe quel État dictatorial. Bon, et la notion d'état de droit, moi je vous dirais, et je continuerai à le dire, bon, les Nations Unies ne sont pas champions. Et pendant la période où vous étiez à Arusha, vous vous êtes retrouvé la nuit au Rwanda en train de traverser à pied un parc où il y avait des bêtes féroces. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez là? Bah, il s'est passé, bon d'abord c'était pas au Rwanda que je m'étais retrouvé. Autant pour moi. Mais il s'est passé tout simplement que j'étais porteur des éléments de preuve qui pouvaient disculper mon client. Je les avais dans mon sac. Et c'est que je suis allé au Burundi plutôt. Au Burundi chercher ces preuves et chercher des témoins. Quand j'arrive à la télévision burundaise, la télévision me dit qu'ils n'ont pas d'archives sur l'arrivée du corps. L'arrivée du corps du président abattu dans un avion dans un pays étranger. L'arrivée du corps n'est pas dans les archives de la télévision. Je pose encore la question, ils me disent allez voir peut-être au niveau de la presse écrite. La presse écrite, il n'y a pas d'archives. Je tourne dans le Burundi pour chercher l'explication et c'est là que, curieusement, un Tutsi burundais vient me dire, maître, ce que vous cherchez, il y a eu le personnel des Nations Unies qui sont passés une semaine avant vous. Et ils demandaient la même chose. Donc j'ai compris que finalement, le greffe du tribunal, parce que eux c'est le personnel des Nations Unies, le greffe du tribunal
a vendu la mèche et donc le bureau du procureur, qui sont aussi le personnel des Nations Unies, est allé me précéder. Et donc du coup, je n'ai pas trouvé des preuves. Mais lorsque j'ai trouvé des témoignages des personnes qui pouvaient éventuellement m'apporter ces preuves, j'ai pris mon avion pour le Kenya et du Kenya, je devais rentrer en Tanzanie. Et c'est là que le taximan a, en cours de route, décidé de me laisser en cours de route. Il a inventé une histoire de prix, de courses, etc. Bon, on n'avait pas convenu ça au départ, je n'avais pas besoin de le suivre. Et c'est là qu'il me laisse. Je ne savais pas s'il fallait aller de l'avant ou de l'arrière, mais bon, je me suis dit, j'avance. Et plus je m'avançais en se disant que je vais trouver un taxi ou un camion ou un bus. Mais plus j'avançais, et bon, malheureusement, plus le soir tombait et puis que la nuit tombait et que de toute façon, il n'y avait aucune voiture, aucun véhicule qui acceptait de s'arrêter. Et j'ai marché et puis l'obscurité est arrivée et jusqu'à 21h, je marchais toujours sans trouver de maison à l'horizon. Et c'est là que je vois une lueur très loin et je suis cette lumière. Et quand j'arrive, je trouve un barrage de policiers kenyans. Ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je leur explique ma mésaventure. Ils disent, mais vous ne savez pas que vous êtes en plein milieu du passage des migrations animales? Ça veut dire que toutes ces bêtes qui passent pratiquement par centaines de milliers, ils auraient pu me marcher dessus et on aurait dit, ah bah il est parti en mission, on l'a vu, il a pris l'avion, il est rentré, mais on ne sait pas, on n'a plus entendu parler, peut-être qu'il a trouvé une femme quelque part et qu'il est resté là. On voudrait vous assassiner qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Voilà, et donc les policiers me disent, vous savez très bien que si les animaux ne vous marchent pas dessus, c'est plutôt les prédateurs qui guettent les animaux qui pouvaient éventuellement vous sauter dessus. Alors là, ils m'ont bloqué là, ils ont arrêté un car, ils ont obligé le chauffeur à me ramener jusqu'à Nairobi, à la gare. C'est comme ça que c'est ça la mésaventure. Mais il y a eu d'autres coups qui étaient tout à fait clairement ressentis. Alors ça c'est toujours pour prouver votre légitimité à produire les documents dont on parlera aujourd'hui. Mais vous êtes aussi connu comme étant un résistant congolais parce que originaire déjà du Congo et ensuite du Kivu, région martyre de ce qui se passe actuellement avec des millions de morts. Vous ne pouviez pas en bon congolais rester les bras croisés. Vous avez lutté en votre façon contre le viol de femmes. Vous êtes à la base de l'opération qu'on a appelée les 50 marraines. Pourriez-vous nous expliquer ce dont il s'agit? Bah pour moi, c'était très simple. C'est que pour moi, je savais exactement que le viol tel qu'il a été commis au Congo, il était à tout le moins un crime de guerre. Il pouvait être aussi un crime contre l'humanité. Il pouvait être aussi un élément constitutif du génocide. Bon, ayant toute cette connaissance, j'estimais qu'il était de mon devoir de pouvoir éventuellement faire que je fasse le travail que je devais faire de la place qui est la mienne. Les ingénieurs n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire à leur place, les architectes, etc. Mais moi, juriste, la seule chose que je pouvais apporter à mon pays, c'est mon expérience. Et donc cette expérience, c'était tout simplement de sensibiliser le monde que nous sommes ici devant une situation humainement inacceptable et une situation pour laquelle les Nations Unies devraient normalement se mobiliser. Et les États d'ailleurs dits civilisés. Donc c'est comme ça que je me suis dit, je me dois de faire ça pour mon peuple, je me dois de le faire pour mon pays, je me dois de le faire aussi pour le droit, mais je me dois de le faire aussi pour la réputation des juristes congolais. Et vous avez mis en place ces 50 marraines qui sont des grandes dames, des philosophes, des écrivains, des scientifiques et qui vous accompagnent dans la lutte contre le viol en République démocratique du Congo. En fait, le moindre grade des marraines qui constituait
Mon groupe, c'était des présidentes d'associations. Mais sinon, au-delà de ça, il y avait des professeurs, par exemple, Madame Héritier qui a remplacé le Claude Lévi-Strauss, chaire d'anthropologie. Bon, c'est une très grande dame, bon, qui nous a quittés il y a 2 ans malheureusement. Bon, il y a Mireille Delmas-Marty, qui est quand même à l'origine, on peut dire que c'est une sommité au niveau du droit international pénal en France, incontestablement. Bon, je ne saurais pas les citer toutes parce qu'en fait, la plupart d'entre elles, c'est des professeurs émérites euh, en quelque chose ici en France. Elles avaient l'avantage, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez eux, elles avaient l'avantage d'être à la fois indépendantes, comme moi, c'est-à-dire elles n'avaient plus rien à défendre. Hein. Leur réputation, elles l'avaient déjà. Cette campagne ne leur apportait rien, mais c'est plutôt eux qui apportaient leur réputation dans cette campagne. Alors que dans d'autres éléments de campagne, souvent on voit les gens qui haussent le ton juste pour qu'on les reconnaisse, pour qu'ils puissent avoir un poste. Dans le cas de mes marraines, c'est des gens qui n'avaient plus vraiment besoin de quelque chose, sinon que de défendre leurs idées et leurs convictions. Et je suis fier parce qu'on n'en a pas fait une association, nous n'avons pas perçu un seul sou de quelque organisation que ce soit, pas un seul sou, et nous n'avons pas fait d'association pour demander des subventions, et pourtant, nous avons pu obtenir et pratiquement à être reçus là où des associations qui ont des millions de subventions n'ont pas pu être reçues. Et je suis fier aujourd'hui de dire que euh, ma fierté, c'est de sentir que je suis le premier civil congolais, civil, j'ai dit un citoyen lambda, à être reçu à l'Élysée en passant par le perron de l'Élysée. Pas être reçu par un conseiller ou quel, mais être reçu en passant par le perron. Et quand on passe par le perron, on ne peut pas s'imaginer. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a derrière la porte du paradis. Mais quand on passe par le perron, il y a pratiquement... Vous êtes impressionné par le monde de gens qui vous attendent, vous êtes impressionné par le rôle des gens, vous êtes impressionné par beaucoup de choses. Et ça, moi, je peux dire tout simplement que, à part Mobutu, Lumumba n'a pas eu la chance de le faire. Je ne sais pas si Kasavubu a été reçu à l'Élysée, mais en tout cas, Mobutu, c'est sûr, Kabila le père, c'est sûr, Kabila le fils, c'est sûr. Bon, à part ça, en tout cas, moi, je peux dire que je ne suis pas président, mais en tout cas, j'ai franchi le perron de l'Élysée. Et vous avez été reçu aussi en Espagne par les rois, si je ne Bah, me trompe. déjà, à l'Élysée, on a été reçu, alors que généralement, les réunions entre chefs d'État, 30 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais là, à l'Élysée, on a fait quand même, on a été reçu pendant 52 minutes. C'est beaucoup. Bon, et après, nous avons été reçus par le président de l'Union européenne, qui m'a dit, Maître Reti, si votre délégation peut passer par la cour d'honneur. Les autres entreront par la porte publique, mais votre délégation sera reçue par la cour d'honneur. Mais bon, nous, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de grosses Mercedes, on n'avait pas des trucs. Notre chauffeur ne connaissait pas très bien la route, ce qui fait que nous avons fini notre course à pied avec les marraines, à courir l'avenue de la Loi, et nous sommes entrés à l'Union européenne à pied. Bon, alors qu'on nous attendait pratiquement dans la cour d'honneur avec honneur, nous sommes entrés à pied. Bon, ça ne nous gêne pas. Et, ça s'est très bien passé. Le gouvernement belge, les Européens nous ont dit que le gouvernement belge voudrait aussi vous recevoir. Ils nous ont reçus. Et puis par la suite, on a dit, bon, pourquoi pas, on va essayer avec l'ONU. On a essayé avec l'ONU. Le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme nous a reçus personnellement. Ce n'est pas que nous avons été reçus dans un bureau par un conseiller, non, c'est elle-même que personnellement qui nous a reçus. Et en Espagne, oui, le roi d'Espagne
Je l'avais effectivement vu, nous avons parlé, parce que bon, j'avais eu la chance que ma nièce avait obtenu le prix Prince d'Asturie, Oui. qui est le Nobel espagnol, et elle défendait justement, elle demandait le tribunal pénal international. Qui est devenu votre combat après? Voilà. Et donc, non, qui était mon combat. Et Et qui là, est devenu un peu, je vais dire, je ne parlerai pas de passe-temps, mais de votre ah oui, activité, l'activité qui vous tient à cœur ouais, et ce que vous faites souvent. oui, c'est euh, c'est- c'est la seule chose que j'aimerais bien continuer à défendre. Ben, je fais juste un constat qu'il y a deux mouches du Kivu célèbres qui luttent contre le viol dont subissent les femmes du Kivu. Il y a le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, Mhm. et il y a Maître Reti de l'autre côté. Même tribu, même combat. Oui, oui, c'est plutôt une fierté effectivement de voir hein, ce que le docteur Mukwege est en train de faire, d'abord sur le terrain, mais aussi ce qu'il a vécu lui-même. Bon, mais aussi bon, les risques qu'il prend, les risques qu'il encourt. Euh, Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si vraiment j'ai des références, ma référence reste deux évêques, c'est Munzihirwa et Kataliko. D'ailleurs, le parti politique, le CRID, que nous avons formé, c'est Kataliko qui nous avait autorisé à le faire. On est allé lui demander l'autorisation, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre place pour soutenir votre lutte. Et il nous a donné son feu vert et c'est comme ça qu'on a créé le CRID. Les deux évêques qui ont été assassinés. Les deux évêques qui ont été assassinés, l'un par l'AFDEL, l'autre par le RCD. Bon, Mais le, AFDL et RCD, c'est le Rwanda en fait. mais le RCD, on peut, bon, enfin, pour être beaucoup plus correct, on ne peut pas dire que Kataliko a été assassiné, il est mort de crise cardiaque, mais il avait été pratiquement maintenu hors de son archidiocèse pendant longtemps par les RCD qui ne voulaient pas le voir venir. Et il n'avait pas sa langue dans la poche. Voilà. Donc, à propos du tribunal pénal pour le Congo, l'objet de votre lutte, et peut-être du CRID, nous y reviendrons parce que avant ce tribunal, on se contente de ce qui existe. Nous avons les TPIR qu'on a déjà fait pour le Rwanda, il y en a eu un pour la Yougoslavie et on a la CPI. La CPI qui juge certaines personnes qui ont commis des exactions à l'est du Congo. Et la CPI, comme on le sait, juge les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes d'agression et les crimes contre l'humanité. Alors, ils sont en train de juger un monsieur du nom de Bosco Ntaganda et qui a été présenté comme étant un général de l'armée congolaise, ce qu'il était d'ailleurs, on ne peut pas en disconvenir, et qui a commis des exactions à l'est. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a fait que vous ayez éprouvé le besoin d'écrire ces documents que j'ai entre mes mains, que vous avez envoyés à la Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale? Pourquoi cet amicus curiae? Oui. Pourquoi ces documents? Bah, c'est seulement Parce qu'on vient de prouver que vous êtes légitime pour le faire, vous avez l'expérience, vous avez les compétences, vous avez un vécu, vous êtes juriste, et c'est un document qui demande, voilà, c'est technique, il y a une certaine façon de l'écrire. Nous avons, mais très largement prouvé, que vous êtes l'homme qu'il faut pour l'écrire, un des hommes. Donc vous l'avez écrit. Maintenant, pourquoi l'avez-vous fait? Bon, avant de dire déjà pourquoi je l'ai fait, je dois dire que j'ai eu un très grand plaisir de consulter ceux que je considère aussi comme des grands juristes et que je respecte, des grands juristes congolais. Nous avons longuement réfléchi sur chaque point et après, bon, nous avons j'ai rédigé le document, ils donnaient leurs avis, etc. Donc moi, je peux considérer qu'il s'agit là plutôt d'une démarche collective. Mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop apparaître, il y a d'autres aussi pour lesquels leur fonction
ou leur rôle ou leur implication dans telle ou telle autre affaire pourrait être gênante. Donc c'est la raison pour laquelle je ne dis pas leur nom, mais il faut considérer que là, au moins pour une fois, il y a eu une sorte de, de, de coalition des juristes, oui. Mais cette fois-ci pour une cause que tout le monde considérait comme juste. Quelle est la cause? Bon, Bosco Ntaganda pourra être condamné, acquitté selon le bon vouloir des juges. De toutes les façons, le procès a été équitable. On a entendu les différentes parties, chacun a apporté ses preuves. On a harcelé personne. Bon, donc je pense effectivement que bon, il pourra être condamné ou acquitté. Nous, on dira tout simplement justice a été faite ou justice a été dite. Mais l'avantage en justice pénale internationale, c'est qu'il ne suffit pas de prononcer. Encore faut-il vraiment, et les juges font toujours un effort de rechercher, est-ce que la décision que je veux prononcer, est-ce que les gens vont avoir le sentiment que justice a été dite? À la différence, par exemple, de nos cours constitutionnels, ils prennent une décision et tout le monde à la cité commence à dire « Oh là 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 là, quelle bizarrerie ». Et puis par la suite, ils reviennent eux-mêmes en disant « Ah, nous avions eu des erreurs matérielles, on corrige ». Mais pour qu'une justice, pour qu'un jugement soit considéré comme étant juste ou reflétant la justice, il faut non seulement que le juge respecte le texte de la loi, le prescrit de la loi, les règles de procédure, mais qu'en plus, il donne vraiment aux gens le sentiment que justice a été dite. Donc si Ntaganda est jugé dans ce sens-là, bon, on se contentera de ce qui va se passer. Mais je crois qu'ici, la question fondamentale est ailleurs pour les Congolais. C'est que c'est la première fois que nous avons, cette fois-ci, un Rwandais, Tutsi, qui est déféré. Parce que pendant les 20 années du tribunal pénal international, il n'y avait aucun Tutsi parmi les Rwandais qui ont été déférés. Donc là, cette fois-ci, c'est la première fois que les tribunaux internationaux décident de faire venir un Tutsi devant eux. Mais nous avons aussi ici un autre problème. C'est que les États-Unis d'Amérique viennent de menacer la CPI. Vous ne devez pas poursuivre ni condamner un Américain, ni un allié des Américains. Or, le Rwanda, les Tutsis rwandais sont des alliés des Américains. Or, dans le cas d'espèce, on a affaire à des alliés des Américains sur la question congolaise. Et la bonne preuve, c'est que pour se rendre, il a fallu passer par l'ambassade des États-Unis. Qu'est-ce qui a été négocié entre l'ambassade des États-Unis et la CPI? On ne sait pas. Nous savons seulement que aux États-Unis, la négociation, le deal entre le bureau du procureur et la personne poursuivie est légal. On peut négocier, voilà, vous faites ceci, etc. En contrepartie, nous allons demander à ce qu'on ne puisse pas vous poursuivre pour telle ou telle autre chose. Et la CPI applique à la fois les méthodes de la famille romano-germanique et les méthodes de la famille anglo-saxonne. Et surtout anglo-saxonne. Donc, du coup, la question, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui va sortir de ce deal. Ça, c'est une chose. Mais il y a un deuxième point. C'est que dans la rue, tous les Congolais disent « nous sommes occupés ». Bon, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans la plupart de ses interventions officielles et publiques, Kabila a toujours dit qu'il a sauvé le pays contre la balkanisation. Il l'a toujours dit. Et seulement, les Congolais ne faisaient pas trop attention parce qu'ils disent de toutes les façons ça vient de lui, on ne veut pas l'entendre.
Mais pourtant, il a toujours dit. Mais alors, personne ne dit qui veut balkaniser le Congo. Il vient, il vous le dit clairement. Moi, j'ai sauvé le pays contre la balkanisation. Bah, il y a des gens qui disent le pays est agressé, le Congo est occupé, etc. Mais bon, tout ça, c'est des mots. Mais il faut leur donner un sens. Le sens juridique a pu être retrouvé lorsque l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont retrouvés sur les territoires congolais en train de se battre. À Kisangani. À Kisangani. Et c'est là que tout le monde, l'ONU, a reconnu effectivement que il poussait le bouchon un peu trop loin. Ce n'est pas les Congolais qui se sont mis à se plaindre. Et même s'ils se plaignaient, si l'ONU n'avait pas validé. Et seulement le Congo, là encore une fois, je félicite nos compatriotes qui ont mené au nom de l'État congolais le procès contre le Rwanda et l'Ouganda. Mais cette fois-ci devant la Cour de justice internationale, qui est la justice des États, les États entre eux. Et seulement à ce moment-là, l'Ouganda a été reconnu comme agresseur au Congo et a été condamné à payer des milliards qui peuvent permettre d'ailleurs de construire le pont Brazzaville-Kinshasa. On n'a pas besoin de s'endetter pour cela. Y compris le port en eau profonde de Banana, cet argent que l'Ouganda nous doit devrait normalement servir à construire le pont. Eh bien, il se fait tout simplement que le Rwanda, par contre, n'a pas été jugé par la Cour internationale de justice, tout simplement parce que, et ça c'est possible en termes de procédure devant la Cour pénale de justice internationale, c'est que pour que la Cour vous juge, il faut que vous, État, vous reconnaissiez la compétence de la Cour. Que vous fassiez une déclaration préalable. Et le Rwanda a dit qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la Cour. Donc du coup, la Cour ne pouvait pas juger le Rwanda. Mais l'Ouganda a été jugé. Alors, devant la CPI, quand on voit Bosco Ntaganda, je voudrais ici inviter les gens à relire un document très intéressant que Human Rights Watch a publié disant pourquoi c'est important le procès Ntaganda. Alors, quand il pose la question qui est Bosco Ntaganda, curieusement, ils disent Bosco Ntaganda est né à Kiningi au Rwanda. Silence radio sur le père, sur la mère. Jeune, il est allé au Congo. Jeune, il s'est réfugié au Congo. Et puis, ils disent, il a été dans l'armée du FPR, il a été formé en Ouganda pour l'armée du FPR, il est revenu libérer le Rwanda, il a fait partie des troupes de l'AFDL pour chasser Mobutu, et après il est rentré dans le RCD, ainsi de suite. Alors, quand on demande qui est qui, la moindre des choses, c'est de savoir, dans le cas d'espèce, il vient d'où, ce monsieur? Voilà, donc ça c'est la question fondamentale, parce qu'il a été général dans l'armée congolaise. Alors, quand on dit il est d'où, et moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours été surpris, quand vous demandez ce type il est d'où, on vous dit vous êtes raciste, vous êtes xénophobe. Attendez un peu, le nombre de fois qu'ici, en Occident, on nous demande nos papiers, le nombre de fois qu'on nous refuse d'entrer dans des pays étrangers, le nombre de fois que les Américains chassent les gens parce qu'ils ne sont pas américains, le nombre de fois que les Européens refusent que les Africains traversent la Méditerranée pour venir en Afrique. Et quand c'est seulement un Africain qui pose cette question, on lui dit vous êtes xénophobe. Bon, moi je dis ce complexe-là, je ne l'accepte pas. La question est une question ouverte et une question qui doit être posée. Et si elle doit être posée, c'est tout simplement parce que, et c'est là, de mon point de vue, l'enjeu de ce procès. Si le juge, et c'est la question que j'ai posée dans l'amicus curiae, j'ai dit au juge, le premier arrêt de la Cour
dit que Bosco Ntaganda est un sujet rwandais. Non, le mandat d'arrêt, le premier mandat d'arrêt, Oui, oui. dit que Bosco Ntaganda est un sujet rwandais. Nous constatons, vous n'êtes pas des imbéciles, vous savez pourquoi vous le dites. Le deuxième mandat d'arrêt, Bosco Ntaganda est un sujet rwandais qui est en train de tuer au Congo. Le jour de son arrestation, le représentant de la Cour dit que pour nous c'est un sujet rwandais. Et il vient, il vous dit je suis né au Rwanda, des parents rwandais, je suis général dans l'armée congolaise et je suis congolais. Il doit y avoir quelque chose qui vous choque là. Comment expliquer que pendant tout ce temps vous avez considéré qu'il était rwandais et que lui vient, de par sa propre parole, il vous dit je suis congolais? Vous ne vérifiez pas, vous ne lui demandez pas quand est-ce que vous avez cessé d'être rwandais pour devenir congolais. Vous avez été naturalisé quand? Selon quelle procédure, etc. C'est la moindre des choses que l'on puisse demander aux gens. Mais bon, en admettant que vous acceptiez et que vous preniez comme parole de la Bible ce que lui il dit, au dossier, il apparaît clairement que l'ambassadeur du Congo a dit devant les médias occidentaux, c'était France 24, l'ambassadeur Ileka, donc le représentant personnel du chef de l'État congolais, Joseph Désiré Kabila, a dit devant tout le monde que ce type-là, c'est un Rwandais. Joseph Kabila, comme on l'appelle. Oui. Donc, non, il a dit que Bosco Ntaganda est un Rwandais. Oui. Alors, lorsque le représentant d'un État vient vous soutenir que le monsieur est un Rwandais, la question c'est de savoir quelle va être votre attitude, vous, de la Cour. Est-ce que vous allez le juger comme Congolais? Est-ce que vous allez le juger comme Rwandais? Si vous décidez de le juger comme Congolais, ça veut dire en d'autres termes que vous aurez d'autorité décidé que vous avez des éléments qui vous permettent de dire qu'il est Congolais. Mais si vous estimez que sa nationalité est floue au regard de ce qu'il y avait dans votre dossier et de ce qu'il dit, et si vous considérez que l'ambassadeur du Congo a le droit de parler au nom de son pays, quand l'ambassadeur dit que la personne n'est pas notre compatriote, vous devez avoir un minimum de doute. Et c'est que j'ai demandé dans l'amicus courrier, je ne m'implique pas dans la question de savoir sera-t-il condamné ou acquitté. Je ne dis pas il est coupable ou innocent. Moi je dis tout simplement, attention messieurs les juges, quand vous allez prendre votre décision, évitez de faire comme si vous avez le droit d'accorder la nationalité. Parce que si vous accordez la nationalité en Ntaganda, il y a des milliers d'Ntaganda qui sont venus du Rwanda, qui sont au Congo, qui peuvent aussi venir dire nous sommes Congolais. Et à chaque fois, ils se présenteront devant la justice, nous sommes Congolais, ils le deviennent. Vous n'avez pas l'autorisation de naturaliser les gens. Et donc, ce que je dis seulement, si vous devez prendre votre décision, tenez compte de tout ce que je viens de vous dire et dites au moins, monsieur Bosco Ntaganda, se disant Congolais. Au moins, ça permet aux juges congolais de pouvoir encore se prononcer sur sa nationalité et ça permet aux juges rwandais de pouvoir lui redonner sa nationalité. Voilà un peu le sens de l'amicus courrier que je donne. Alors, nous sommes dans un domaine de justice internationale. Quel est l'enjeu, au-delà de ce que vous venez d'énoncer, de ces procès? Si aujourd'hui la CPI jugeait un citoyen rwandais, Bosco Ntaganda, quel enjeu pour le Congo? Si la CPI considère que Bosco Ntaganda est un citoyen rwandais, automatiquement ce jugement va permettre d'établir aussi que le Rwanda a agressé le Congo. Ok, mais là, maintenant on quitte la CPI pour la Cour internationale de justice. Et là, c'est du domaine de la Cour internationale de justice.
Mais si la CPI juge Ntaganda comme Congolais, c'est que la CPI va anticiper sur la décision de la Cour internationale de justice, parce qu'à ce moment-là, il établit que ce ne sont pas des Rwandais qui se battent au Congo, mais ce sont des Congolais qui se battent au Congo. Et donc ça sera une guerre civile comme l'a prétendu Voilà. M6 dans l'émission Enquête exclusive où M6 parlait de guerre ethnique et de rébellion au lieu de parler de guerre d'agression. Voilà. Et maintenant, quel est l'enjeu sur le plan interne? Et là, il faudra que nos compatriotes soient assez perspicaces cette fois-ci et observent les faits politiques. Nous savons qu'aujourd'hui, la diplomatie congolaise est tournée à fond vers le Rwanda, vers Kigali. C'est une amitié de pratiquement Yakoku Famut. Oui. Bon. Et très contre nature. Oui. Alors, maintenant, la question c'est de savoir, l'ambassadeur de Kabila a déjà dit que ce type n'était pas congolais. Quelle va être l'attitude du président actuel? Va-t-il aller dans le même sens que Kabila ou va-t-il être moins royaliste que le roi? Est-ce qu'il va défendre la nationalité congolaise? Est-ce qu'il va défendre l'amitié congolo-rwandaise actuellement en disant tout simplement ça ce sont des faux problèmes, c'est des dégâts collatéraux, etc. Ça c'est ce qu'il faudra que le peuple observe. Et le jugement sera rendu donc le 8. Le jugement c'est sera comme rendu... si ça a été anticipé. La vraie raison c'est quoi? Le jugement sera rendu le 8. Bon, le 8 juin. Hein? Apparemment, c'est pas vraiment anticipé. Bon, moi, je sais que lorsque l'amicus curiae a été prise, ils étaient déjà en délibéré. Ça fait quand même 7 mois de délibérer, écrire le jugement, etc. Bon, moi, je pense effectivement que c'est bon. Mais par contre, la raison pour laquelle l'amicus curiae, parce qu'à l'époque, j'ai demandé l'autorisation de déposer un mémoire. Cette autorisation pouvait être acceptée ou refusée. Mais pour moi, ça m'importait peu parce que dans ma demande, j'avais mis tous mes motifs, toutes les raisons pour lesquelles que j'allais mettre dans le mémoire. Bon, donc pour moi, si les juges ont très rapidement dit que ce n'était pas nécessaire de recevoir mes mémoires, c'est tout simplement parce qu'il y avait cette grande difficulté. Il y a un des juges qui devait partir, comme vous l'avez expliqué. Or, lorsqu'un juge part, il faut réouvrir les débats, sinon recommencer le procès. Et ce n'est pas que dans la procédure à la CPI, c'est vraiment dans toutes les procédures. Lorsqu'un juge, dans une composition collégiale, lorsque l'un des juges part, il faut absolument que le troisième juge qui vienne écoute et entende toute la procédure. Or, s'il devait le faire, ça veut dire tout simplement que c'est du temps judiciaire perdu pour rien. Donc, ils étaient pressés de faire très rapidement leur jugement avant que l'autre juge ne parte. Madame Ogata, je crois, la japonaise. Oui, son nom est là. Et donc, je pense à mon avis que c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas pris l'amicus curiae. Kuniko Ozaki. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pris l'amicus curiae, parce que ça aurait pu éventuellement retarder encore de 6 mois la procédure. Mais vous avez avancé d'autres arguments pour leur permettre, au cas où ils ne prendraient pas le document, qu'ils puissent avoir au moins des solutions de rechange. Oui, c'est ce que j'ai dit. La solution que moi je leur ai proposée de rechange, c'est de dire tout simplement, si vous ne prenez pas le document, c'est qui est tout à fait de leur droit. Non, si vous ne donnez pas l'autorisation de déposer le mémoire, ce qui est dans leur droit, au moins, au moment de votre délibéré, de faire attention, de veiller à ne pas dire Bosco Ntaganda, citoyen congolais. Parce que, et je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles cela pourrait être éventuellement une catastrophe sur le plan judiciaire, sur le plan politique et sur le plan juridique. Et vous aviez peut-être anticipé le fait que les documents pouvaient, disons, l'autorisation de déposer le mémoire
pouvait être accordé ou pas, vous avez mis quand même dans votre amicus courrier. Oui, et je suis heureux de voir que même dans leur décision de refuser que je dépose le mémoire, ils ont repris presque l'intégralité de ma demande. Donc, Autrement dit, ils ont pris en compte sans prendre en compte. voilà, donc en fait, l'intérêt ici, c'est que c'est un élément, c'est une pièce qui est au dossier, une pièce qui peut être exploitée même au niveau d'appel. Alors, quand le verdict sera publié, ça peut être satisfaisant ou pas. Et nous allons tomber dans un cas de figure où on se posera des questions sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'où la nécessité d'avoir un tribunal, au lieu d'avoir la CPI qui ne satisfait pas beaucoup d'Africains, d'avoir un tribunal qui va travailler beaucoup plus spécifiquement pour les cas congolais. C'est votre combat. Pourquoi ce tribunal-là? Pourquoi pas la CPI? Pourquoi avez-vous opté pour cette forme de tribunal? Euh, euh, c'est, les raisons sont à la fois de bon sens, mais aussi de droit. De bon sens parce que vous allez voir dans l'énoncé des crimes commis par Bosco Ntaganda, il y a une série de crimes que la CPI ne pourra jamais poursuivre. C'est-à-dire que depuis 1996, les crimes de l'AFDEL, les crimes de RCD ne peuvent pas être poursuivis par la CPI. La CPI, sa compétence commence seulement en 2002, c'est-à-dire avec la création. Et, et, et malheureusement, beaucoup de crimes échapperont à ce moment-là à la compétence de la CPI. Nous, dans notre combat des marraines, nous disions tout simplement la CPI peut être complémentaire au TPI. Pour la simple bonne raison, c'est que le nombre de crimes, et vous avez vu vous-même le temps que l'on met pour juger une personne. Alors quand on met le nombre de crimes commis au Congo, si on devrait éventuellement tous les juger à la CPI, on mettrait 80 ans avant de finir le dossier congolais. Bon, donc il est tout à fait normal que la CPI poursuive les gens qui peuvent poursuivre, qui rentrent dans le cadre de ses compétences, mais comme les crimes commis au Congo sont des crimes imprescriptibles, il faut quand même qu'il y ait une structure judiciaire pour les juger. Et c'est pour cela que le TPI RDC est important parce que le TPI RDC reprendrait les crimes qui ont été commis depuis 1996, les crimes du rapport mapping. Et vous voyez d'ailleurs, il y a comme une sorte de concordance entre le rapport mapping et la CPI. Les rapports mapping parlent des crimes commis de 1993 à 2003. Or, la CPI n'a de compétences qu'à partir de juillet 2002. Donc, tous les éléments recensés dans le rapport mapping échappent quasi complètement à la compétence de la CPI. Il ne restera plus que les crimes commis en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002. Or, là, autant dire simplement qu'on a jeté le rapport mapping à la poubelle. Donc, le tribunal pénal international est celui qui a la possibilité d'être le plus complet, de rassembler et ramasser tout ça. Mais le tribunal pénal international pour la RDC, c'était aussi le modèle le plus important dans la mesure où il permettait de partir de l'expérience du tribunal pénal international pour le Rwanda, de prendre aussi les éléments de jurisprudence, d'archives et des éléments qu'il y a au dossier au tribunal pénal international pour le Rwanda et les continuer. C'est quelque chose qui se passe dans toutes les juridictions. On peut dire on arrête l'affaire telle, maintenant on appelle l'affaire telle. Donc pour moi, il était tout à fait concevable qu'une fois que le tribunal pour le Rwanda ferme, que le tribunal maintenant appelle les affaires qui concernent la RDC. Oui, mais le souci, c'est que le tribunal pénal international pour le Rwanda a souffert de beaucoup d'États. Qui ne nous dit pas que
les TPI RDC souffriraient des mêmes tares étant tous des consanguins. D'abord, les tares de Toutes, TPIR, pardon. les tares de TPIR, il faut savoir que c'était une juridiction novice. Ça venait de commencer. Les juges eux-mêmes ne savaient pas sur quelle base ils vont travailler. Chacun venait avec l'expérience de son pays, mais bon. Et puis on a dit aux juges, vous allez vous-même faire le règlement, le code de procédure et d'épreuve, des choses comme ça. C'est les juges qui rédigeaient le règlement dans leurs réunions. Alors ça, on peut effectivement considérer que les avocats, quand ils arrivaient, ils ne savaient pas non plus d'ailleurs comment s'habiller. Ils ne savaient pas. Les avocats américains, ils ne portent pas de robe. Les avocats occidentaux, ils portent des robes. Alors quand un Américain arrive et qu'il n'a pas de robe, les juges lui disent, mais vous êtes nu, maître. Bon, quand un avocat américain porte une robe, il va aller chercher sa robe de collation de grade. Parce qu'il n'y a pas de robe d'avocat là-bas. Donc il y avait beaucoup de choses, effectivement, qui étaient bancales. Bon, il n'y avait pas, les victimes n'étaient pas reconnues. Ils étaient plutôt terrorisés à l'idée d'être considérés comme témoins à la disposition des deux parties. Mais ces faits ont été progressivement corrigés. La CPI a beaucoup élagué les tares du tribunal pénal international pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Mais la Cour spéciale pour le Liban est venue aussi s'en inspirer. Tout à l'heure, vous avez dit que le président des avocats du tribunal pénal international, c'est un peu comme un bâtonnier des avocats. C'était effectivement cela. Sauf que on n'était pas reconnu officiellement dans la nomenclature du tribunal. Mais ces écueils et nos combats ont pu porter parce que, en définitive, au tribunal spécial pour le Liban, le représentant des avocats, c'est lui qui a la position que j'avais à Arusha, est nommé directement par le secrétaire général des Nations Unies. Et il a donc, comme le procureur, le grade de sous-secrétaire général des Nations Unies. C'est déjà quelque chose d'assez important. Donc il ne faut pas prendre les choses, les écueils qu'il y avait avant, les tares qu'il y avait avant. Ces tares-là sont passées, mais maintenant il y a les évolutions qui sont intervenues. Et le tribunal pénal international pour le Rwanda, le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda ne sera jamais le même que celui du tribunal pénal international pour la RDC. Il y a une frange de penseurs qui estime que la solution des tribunaux mixtes peut être aussi une solution envisagée. Oui, mais lorsque les crimes sont des crimes d'État, lorsque la plupart des gens qui ont commis des crimes sont au pouvoir, il serait utopique d'appeler à ce que ces gens-là participent à la création d'un tribunal pour les juger. C'est utopique ou même c'est un contresens. Ça, c'est un premier point. Bon, maintenant, je sais qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a des États qui sont impliqués. Moi, je suis plutôt intéressé à savoir jusque quand ces États refuseront qu'un tribunal pénal international pour le Congo puisse être mis sur place. Puisque maintenant, il est de plus en plus clair que tout le monde sait que c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur proxy puisse être poursuivi. Et le proxy, c'est le Rwanda en fait. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda principalement. Voilà, donc c'était très intéressant. On attend juste la publication, disons, le verdict, pour voir dans quel sens ça irait. Et je pense que les avocats que vous êtes, vous allez encore réfléchir pour donner peut-être une suite. Qui sait, peut-être qu'il y aura un appel. Quelle sera l'attitude du gouvernement congolais? Quelle sera l'attitude des autres gouvernements impliqués? Donc il peut y avoir de la suite par rapport à ces dossiers et par rapport à ces documents.
que nous estimons très intéressant. C'est lui qui veut ces documents, qu'il nous écrive à analyse de Kerwin en un mot. Analyse de Kerwin. Kerwin, ça s'écrit Kerwin en un mot. Tous analyse de Kerwin, collé. Analyse de Kerwin, @gmail.com. Et on vous enverra ces documents de 14 pages, très intéressants, surtout les chercheurs ou toute personne qui peut être intéressée d'une manière ou d'une autre, pas forcément besoin d'être juriste. C'est un document très intéressant et que nous sommes prêts à vous l'envoyer. Il y a des débats là-dessus dans le groupe Facebook Les Justiciers ou... non, c'est le groupe Facebook Les Justiciers. Donc si vous allez là-dedans, il y a un débat sur ce document et certaines personnes peuvent l'avoir à partir de ces groupes Facebook. Merci de nous avoir suivis. C'était échange avec Maître Reti Amouli. Reti Amouli, échange dans sa concession qui est dans l'arrière-cour de la ville de Paris. Une très belle concession où on a eu un moment de convivialité assez intéressante. Quand je parle de convivialité, une convivialité scientifique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.